Vous autres, les médias, vous êtes prêts? Oui. Alors, bonjour. Je suis heureux d'être en compagnie de notre leader, M. Fournier, nos officiers parlementaires, Jerry Sclabounas, leader adjoint, Mme Vien, leader adjointe également, Mme Ménard, présidente du caucus, M. Billette, notre whip, Patrick Huot, notre whip adjoint, Marie-Claude Nicolle, whip adjointe, et bien sûr Jean Abel, député de Sainte-Rose. Hier, on a posé le bilan des gestes qu'on a accomplis au cours des derniers mois dans plusieurs secteurs. Et je vais répéter qu'il y a de bonnes nouvelles, même de très bonnes nouvelles pour les Québécoises et les Québécois. Ça commence par les finances publiques. Après un déficit appréhendé de 7 milliards de dollars, de plus de 7 milliards de dollars à notre arrivée, on a présenté un deuxième budget équilibré consécutif. C'est la première fois que ça se produisait depuis 2008. C'est pas rien. L'agence de notation Standard & Poor's, comme vous le savez, a relevé à positive la perspective liée à la cote du crédit du Québec. C'est la première fois depuis la récession de 2008-2009 et l'écart qui persiste entre l'Ontario et le Québec pour les taux d'intérêt est devenu minime. Ça aussi, c'est historique. Donc, notre situation financière s'améliore, ce qui nous permet de prendre des initiatives et d'investir dans des domaines importants. D'abord en éducation, 1,2 milliard. Ça va ajouter près de 900 personnes auprès de nos élèves, professeurs, professionnels pour aider tous les élèves, mais particulièrement ceux qui ont des difficultés d'apprentissage. Ça permet de rénover nos écoles, ça va permettre de doubler le nombre de classes de prématernelle, de maternelle 4 ans dès l'automne prochain. Ça nous permet également, cet état de santé de nos finances, d'investir en santé. Vous savez qu'on a mis, suite à la réorganisation administrative que vous connaissez, on a mis en place un guichet unique pour permettre à la population de trouver plus facilement un médecin de famille. Il y a près de 98 000 inscriptions qui sont déjà là depuis la mise en ligne. On va créer des super cliniques. Il y a déjà plusieurs cliniques qui se sont avancées, qui ont levé la main et qui seront annoncées au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Les résultats pour l'économie, bien sûr, sont probants. Le manufacturier innovant, les exportations ont augmenté de façon importante. Il y a, je pense, un esprit d'entreprise au Québec particulièrement fort. Et si on regarde les indices économiques, une confiance parmi nos PME qu'on n'a pas vue depuis très longtemps. On veut utiliser et transformer nos sociétés d'État pour qu'elles deviennent encore plus des moteurs de notre développement économique. Et les résultats sont là. Je vais revenir sur la question des emplois parce que le rapport d'emploi de ce matin fait partie des très bonnes nouvelles pour les Québécois. Il y a près de 22 000 emplois qui ont été créés au Québec en mai dernier, pendant que l'emploi est resté stable au Canada. En fait, depuis notre arrivée, c'est le Québec qui mène dans la création d'emplois et la création d'emplois à temps plein au Canada. C'est 119 600 emplois à temps plein depuis notre arrivée au gouvernement, 74 200 emplois créés par nos entreprises. Et je vais insister là-dessus parce que c'est un changement considérable du paradigme habituel au Québec où on créait très peu d'emplois dans le secteur privé, beaucoup d'emplois dans le secteur public. Non pas que les emplois du secteur public ne soient pas importants, ils le sont, mais ce qui fait le moteur de l'économie, c'est la création d'emplois par les entreprises. Et un taux de chômage à 7,1 %, c'est le plus bas depuis 7 ans. C'est au Québec, donc, que les entreprises créent le plus d'emplois, alors que dans les mois précédents, notre arrivée au gouvernement, il y avait eu des pertes d'emplois dans le secteur privé, moins 20 000, et pertes d'emplois à temps plein, près de 11 000 emplois perdus dans le secteur des emplois à temps plein. Notre plan économique répond aux besoins des créateurs d'emplois. Les réactions positives du milieu des affaires à nos diverses initiatives le démontrent, que ce soit la stratégie aérospatiale, la politique énergétique, la stratégie numérique, le plan d'économie numérique, les 500 millions pour le manufacturier innovant, la stratégie maritime avec les multiples zones industrielles-portuaires qui commencent à apparaître à travers le Québec, le secteur agroalimentaire, minier, touristique, la forêt, les allègements fiscaux pour nos entreprises pour les rendre plus compétitives et, bien sûr, d'autres stratégies comme celle de l'aluminium, particulièrement importante pour le Québec, particulièrement importante pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, je voudrais le dire. Dans le domaine de la culture et de la langue, plusieurs initiatives, le soutien au Musée d'art contemporain, la Bibliothèque Saint-Sulpice, le Diamant, ici même à Québec, et le règlement sur l'affichage, qui est un bel exercice d'équilibre et qui permet d'assurer la visibilité de notre langue partout dans les espaces publics. Par rapport à ces progrès importants, ces bonnes nouvelles pour le Québec, la pratique des partis d'opposition, on l'a vu, c'est une attitude qui rappelle les vieilles façons de faire de la politique. Il y a un problème de crédibilité quand une opposition est incapable jamais de reconnaître un geste positif. Regardez encore aujourd'hui pour l'emploi, là, je sais bien que c'est une mauvaise nouvelle pour l'opposition, mais on aurait pu au moins penser aux familles qui ont eu toutes ces bonnes nouvelles au cours des derniers mois. Parce que leur discours, on le connaît, tout est mauvais, c'est prévisible. Les Québécois le savent et s'y attendent. Je rappelle cependant que les deux oppositions s'étaient engagées en campagne électorale à équilibrer le budget, ce que nous avons fait, à investir en éducation, c'est ce que nous avons fait, à améliorer l'accès aux soins de santé, c'est ce que nous faisons, développer l'économie, clairement, c'est ce que nous faisons. Et pendant qu'on agit, le PQ cherchera encore le moyen de proposer un référendum sans en proposer un. C'est toujours la recette qu'on cherche. La CAQ continuera à chercher une identité,
une raison d'être, une cohérence, et va accumuler les incohérences. On l'a vu au cours des dernières semaines. Par exemple, mobiliser l'Assemblée nationale sur la question d'un conflit de travail sur les autobus scolaires qui se règle simplement par la négociation, sans dire un mot sur les localités de la Basse-Côte-Nord qui sont également complètement isolées et enclavées par un conflit de travail, mais ça, c'est pas important. On ameute l'opinion pour des bonis, soi-disant bonis en éducation qui n'étaient que des rémunérations pour les enseignants. Manque de sérieux, parti brouillon, parti pas appliqué, parti qui n'est pas capable de gouverner le Québec. Dans les deux cas, bien sûr, ils vont continuer leur travail visant à tenter de mettre de l'ombre sur un bilan qui, je le répète, est positif pour la population. Également sur le plan législatif, M. Fournier vous en parlera dans quelques instants. Je voudrais, avant qu'il ne le fasse, vous parler également à titre de responsable des dossiers jeunesse d'un important projet de loi public de députés, déposé par le plus jeune député de l'Assemblée nationale, notre député de Sainte-Rose, Jean Bell. Bravo, Jean, c'est formidable. On vient de rencontrer des groupes jeunesse, d'ailleurs, qui sont très heureux. Force Jeunesse, Fusion Jeunesse, le regroupement des jeunes chambres de commerce, la Fédération étudiante collégiale du Québec, l'Union étudiante du Québec. C'est un projet, je rappelle, qui propose que le gouvernement soit tenu de nommer sur le conseil d'administration de chaque société d'État au moins un membre ou une membre âgé de 35 ans au moins au moment de sa nomination. C'est stimulant et important de voir un jeune député dynamique poser des gestes concrets pour donner une voix plus forte aux générations qui montent. Vous savez que l'équité intergénérationnelle, pour notre parti, c'est très important. C'est une de nos 8 valeurs fondamentales et une valeur qui nous a été transmise par notre commission jeunesse. Le projet de loi de Jean envoie un message très clair à la jeunesse du Québec. Elle a sa place, bien sûr, mais elle a sa place parmi les décideurs de notre société et je tiens à le remercier à nouveau pour cette contribution exceptionnelle. Sur ce, je cède la parole à M. Fournier pour le bilan parlementaire du gouvernement. Jean-Marc. Merci, M. le Premier ministre. Bonjour à tous et toutes. Je sais que vous êtes très heureux que je puisse prendre la parole pour vous présenter ce bilan. Je le vois sur vos sourires. Notre action parlementaire s'est d'abord déployée en matière d'intégrité durant cette session à la suite du dépôt en novembre 2015 du rapport de la commission Charbonneau. Le gouvernement s'est engagé à agir rapidement pour donner suite aux recommandations. 6 projets de loi ont été déposés en autant de mois et la mise en œuvre de près de la moitié des recommandations est entamée ou déjà complétée. Le gouvernement a donné suite à la recommandation numéro 1 de la Commission en déposant le projet de loi 108 instituant l'autorité des marchés publics qui aurait pour mandat de surveiller le processus d'adjudication et d'attribution de l'ensemble des contrats publics. Le projet de loi 101 donnant suite aux recommandations de la Commission en matière de financement politique vise quant à lui à modifier la loi électorale et à assainir le financement politique. Sa présentation à l'Assemblée a été précédée du dépôt d'amendements par le gouvernement au projet de loi 83 pour répondre aux préoccupations soulevées par la Commission en matière d'attribution de contrats municipaux, d'éthique, de transparence et de financement des partis politiques municipaux. Nous avons présenté également dans la foulée de la commission Charbonneau le projet de loi 98 concernant principalement la gouvernance du système professionnel. Dans le même esprit, le gouvernement a aussi récemment proposé plusieurs amendements au projet de loi 87, il en a même été question ce matin, visant à faciliter la divulgation d'actes répréhensibles dans les organismes publics et à protéger les lanceurs d'alerte. Enfin, toujours dans la foulée des recommandations de la commission Charbonneau, le gouvernement a déposé mercredi le projet de loi 107 visant à accroître la compétence et l'indépendance du commissaire à la lutte à la corruption et du Bureau des enquêtes indépendantes. Tous ces gestes concrets témoignent de la volonté ferme du gouvernement d'assurer l'intégrité au sein de l'État québécois. Ayant atteint l'équilibre budgétaire grâce à la rigueur et au sens des responsabilités du gouvernement, le Québec a aujourd'hui la capacité de faire des choix et des investissements dans les secteurs prioritaires pour les citoyens, comme c'est le cas en éducation. Le gouvernement maintient l'importance d'agir avec rigueur et a déposé des projets de loi qui visent à assurer une plus grande efficacité et le respect de la capacité de payer des Québécois. C'est le cas avec le projet de loi 110 concernant le régime de négociation des conventions collectives et de règlement des différends dans le secteur municipal, déposé aujourd'hui même. Ce nouveau régime proposé constitue un outil équilibré et respectueux des travailleurs et des citoyens contribuables. Nous avons aussi souvent parlé des possibilités de développement économique que permet la rigueur. Le projet de loi 76 qui a été adopté en est une illustration. Il prévoit une organisation du transport en commun plus efficace qui permettra de faire des économies et d'assurer un meilleur service aux citoyens. Cette nouvelle réorganisation assurera une meilleure harmonisation avec le projet du REM de la Caisse de dépôt qui permet des investissements de 10 milliards de dollars. La proposition de modernisation du projet de loi 102 sur la qualité de l'environnement
est un autre exemple de gestion responsable qui permettrait, si adopté, au Québec de bénéficier des mécanismes optimaux pour assurer la meilleure analyse des demandes d'autorisation environnementale dans un cadre moderne et plus rapide. Plus d'environnement, plus d'économie, plus d'investissement, voilà ce que nous voulons léguer aux générations à venir. Dans cet esprit, où l'environnement est moteur de croissance économique, nous avons présenté le projet de loi 104 visant à stimuler l'offre de véhicules automobiles zéro émission. Le Québec a le lithium pour les batteries, l'aluminium pour les structures et l'électricité comme énergie. Favoriser le transport électrique, c'est favoriser l'économie du Québec. Parlant d'énergie et d'économie, nous avons aussi présenté le projet de loi 106 donnant effet à la politique énergétique et créant Transition énergétique Québec, un guichet unique qui vise à permettre la conciliation du développement économique et la réduction des GES. Par l'adoption du projet de loi 77, nous aurons aussi une meilleure adéquation entre l'immigration et les besoins de main-d'œuvre du Québec. Le résultat, à terme, sera une meilleure intégration en emploi des nouveaux arrivants et une économie plus forte pour tous les Québécois dans toutes les régions du Québec. Rappelons aussi l'adoption du projet de loi 88, favorisant le développement de l'industrie viticole locale, qui permettra aussi davantage de choix pour les consommateurs. La rigueur et la croissance économique permettent de réinvestir, notamment en éducation. Le gouvernement a fait part de son intention de poser des gestes favorisant la réussite scolaire et priorisant les élèves dans les écoles. À cet égard, le projet de loi 105 modifiant la loi sur l'instruction publique a été déposé hier. Ce projet de loi propose de renforcer le rôle des parents et des directions d'établissement dans le réseau scolaire tout en définissant la place de chacun des acteurs du réseau dans la poursuite de l'objectif commun qu'est la réussite des jeunes. Ce projet de loi suit l'annonce, le 6 juin, de l'ajout de 100 classes de maternelle 4 ans à temps plein en milieu défavorisé pour l'année 16-17, et ce, dans toutes les régions du Québec. Ce projet de loi et les nouvelles orientations du gouvernement ont été qualifiés de deuxième révolution tranquille par l'expert Égide Royer, professeur à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval, ajoutant que les objectifs du gouvernement, et je le cite, sont véritablement ce qu'on peut imaginer comme étant le plus pertinent dans le système éducatif du 21e siècle. Le menu législatif de cette session s'est aussi intéressé aux aînés, aux jeunes et aux droits des personnes trans. Deux de ces projets de loi découlent d'initiatives de députés. Le gouvernement maintient ainsi son ouverture sans précédent à reconnaître les initiatives de la députation. On se souvient que l'année dernière, nous avons adopté le projet de loi proclamant la journée Nelson Mandela, proposé par le Parti québécois. Nous avons également étudié et amené au vote le principe du projet de loi 393 de la CAQ concernant les emplois supérieurs. Nous venons d'adopter le projet de loi public 492 de la députée de Gouin, déposé le 21 mai 2015 et visant à modifier le Code civil pour protéger les droits des aînés locataires. Ce matin même, le député de Sainte-Rose, qui est avec nous, a présenté le projet de loi 693 modifiant la loi sur la gouverne des sociétés d'État afin de favoriser la présence des jeunes au sein des conseils d'administration. Mentionnons aussi l'adoption prévue aujourd'hui du projet de loi 103 visant à renforcer la lutte contre la transphobie et améliorer notamment la situation des mineurs transgenres. Par ces projets de loi, nous cherchons à assurer une meilleure place pour chaque citoyen au sein de notre société. En quelques mots, notre bilan parlementaire est le suivant: intégrité, économie, éducation et une meilleure place pour les citoyens. Merci beaucoup. Merci. On va procéder à la période de questions, sachant